Eh ben c'est l'heure des livres de fête ce matin avec votre invité Benjamin. On reçoit Lionel Chamoulot, journaliste sportif bien connu et co-auteur avec Pierre Lagrue du livre Ils sont fous, ces champions chez l'Archipel, et je pense qu'on va se régaler ce matin. Bonjour Lionel Chamoulot, c'est un plaisir de vous recevoir sur Sud Radio. C'est vrai que nos auditeurs vous ont forcément entendu un jour s'ils sont restés scotchés devant un match de tennis à Roland-Garros, mais là vous revenez. Alors il y a quand même du tennis un petit peu dedans aussi, oui. Dans ces 500 anecdotes sur ces Jeux Olympiques. Alors, il y en a 500, il y a de tout. Il y a des anecdotes tantôt sérieuses, tantôt complètement loufoques, incroyables. J'imagine que à écrire et à collecter justement toutes ces anecdotes, c'est un vrai plaisir. Alors, on s'amuse. Il y a du plaisir, et puis il y a aussi la rencontre avec Pierre Lagrue, avec qui j'ai travaillé, qui est un vrai historien. C'est quelqu'un qui archive, qui garde, qui conserve, qui a aussi dans sa tête un disque dur bien rempli. C'est Jean-Paul Olivier, vous voyez, pour le vélo. Oui, oui, tout à fait, exactement. Pour les Jeux Olympiques, c'est un petit peu ça. Et donc, on a travaillé ensemble pour éditorialiser ce livre, lui amenant la masse d'informations, puisqu'il y en a encore d'autres. On pourrait faire Ils sont fous, ces champions 2 quasiment, parce que on est resté surtout à la période de la création des Jeux, parce qu'il ne faut pas oublier tout de même, malgré tout, que si les Jeux Olympiques modernes existent, c'est grâce en grande partie à des Français, notamment à Pierre de Coubertin. Alors, tout n'était pas extraordinaire dans la façon dont il a remis en route. On va y revenir, bien sûr. Voilà, tout ça. Mais d'un autre côté, je trouve que les Jeux Olympiques, c'est le reflet du monde, en fait. Il y a de tout dedans. Il y a des tricheurs, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des règlements de compte, il y a des règlements politiques, il y a du sexisme, il y a du racisme. Et on se rend compte que finalement, ce que les Grecs avaient appelé comme une trêve olympique pour qu'il n'y ait plus de guerre et plus d'affrontements dans le monde, et bien finalement, les Jeux Olympiques ont suscité aussi des affrontements et des choses assez improbables qu'on a essayé de collecter par le petit bout de la lorgnette, comme on dit, mais en ayant quand même une base historique. C'est-à-dire qu'il y a une sélection vraiment de ces anecdotes. Il y a une sélection par rapport à la vérification, mais la possibilité de pouvoir vérifier, parce que vous imaginez bien que maintenant c'est assez facile concernant les Jeux Olympiques. On va dire après les années 60, ça va, on retrouve des traces facilement, des journaux, les choses qui sont concrètes. Alors que quand vous commencez au début du siècle dernier, autour des Jeux de Paris, par exemple, en plus qui ont duré 135 jours. C'est ça a duré très longtemps. Il n'y avait pas trop d'organisation. Oui, puis on se rendait compte aussi qu'il y avait un système mis en place au fur et à mesure des Olympiades. Parce que maintenant, ça nous paraît normal d'avoir des hymnes, d'avoir une flamme, d'avoir un drapeau olympique. Des médailles aussi, des podiums, et puis que les athlètes représentent une nation. Alors qu'avant, ils se représentaient eux-mêmes. Et c'est pour ça que parfois, il y avait des athlètes, la première femme qui a été titrée en golf, parce que c'était le cas, c'était pour les Jeux de Paris, elle s'est inscrite à un tournoi, elle ne savait même pas que c'était les Jeux Olympiques. Donc elle est devenue championne olympique sans le savoir. C'est génial ça. Et alors, il y a, justement, quand on parle de nationalité, il y a ces histoires aussi sur les premières victoires, titres olympiques français, avec des Français qui n'étaient pas forcément totalement français, où on avait un doute sur la nationalité aussi. Bah oui, c'était en l'occurrence, il y avait un Français sacré, parce que lui, il était membre du Racing Club de Paris, mais en fait, il était luxembourgeois. Il est venu, c'est Michel Théoato, qui est venu travailler en France, et on lui a dit, écoute, comme il s'entraînait au Racing en même temps qu'il était jardinier, inscris-toi aux compétitions. Mais ça va avec le côté aussi des Jeux Olympiques, où on est sur une compétition du sport amateur aussi. Alors, pendant très très longtemps, c'est resté complètement amateur, peut-être trop d'ailleurs, parce qu'il y a eu des histoires assez pathétiques où certains ont été éliminés parce qu'ils avaient été, je sais pas, quelqu'un avait payé leur voyage, par exemple, pour se rendre compte de jusqu'ù ça allait. Et c'était tatillon. Ouais, c'était tatillon, puis c'est resté longtemps cette séparation entre sport professionnel et sport amateur. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu le bloc de l'Est, eux, ils étaient entre guillemets amateurs, et donc c'est un affrontement presque idéologique qui se passait sur les terrains de sport, avec parfois des boycotts comme à Los Angeles ou comme à Moscou, mais il y avait une représentation, on va dire, amateurs qui existaient encore avec les pays de l'Est et qui sont devenus, à la suite de l'ouverture de ces pays-là, professionnels aussi. Et donc les Jeux sont redevenus professionnels avec... le point d'orgue, c'était à Barcelone en 92 avec la Dream Team de basket, avec Michael Jordan et toute cette équipe extraordinaire qui a lancé une nouvelle ère dans l'olympisme. On a eu une bascule. On remonte vraiment aux premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne à travers cet ouvrage, les Jeux de 1896 en Grèce, à Athènes. D'ailleurs, on apprend que la
la Grèce, au final, après l'organisation de ces premiers Jeux, ils étaient plutôt volontaires pour garder ces Jeux Olympiques chez eux. Alors oui, ils se sont dit, tiens, c'est une bonne idée finalement, puisque c'est nous qui avons créé cette affaire et que toute la symbolique était de leur côté. Bien sûr. Mais évidemment, le baron Pierre de Coubertin s'était dit que, étant français, il ne pouvait pas ne pas, bien sûr, accueillir les Jeux Olympiques en France. Donc on se rend compte d'une chose, c'est que ces Jeux Olympiques ont commencé à Athènes, sont bien sûr après organisés en France, et que pendant une période, il y a eu toute cette histoire aussi de avons-nous la force, je dirais, économique d'organiser des Jeux Olympiques? Parce qu'au début, il y avait beaucoup de rivalité entre Américains et Anglais, comme dans beaucoup de sports, que ce soit en golf, que ce soit en voile, que ce soit dans des sports un peu traditionnels. Et eux aussi se sont dit, tiens, peut-être qu'on pourrait continuer cet affrontement les uns face aux autres, comme ça. Et puis finalement, le monde entier s'est aggloméré autour du projet, parce qu'il y avait un côté universel. On voulait que le monde entier participe et soit représenté, ce qui est parfois amené des choses incroyables. Vous aviez des gens qui avaient quasiment jamais fait de ski de leur vie, qui participaient aux Jeux Olympiques, ou qui nageaient à peine et qui faisaient le concours de natation. Enfin voilà, il y a eu des choses un petit peu comme ça qui sont arrivées parce qu'il y avait ce côté universel et ce côté exemplaire des Jeux Olympiques. Et vous parlez alors d'universel, parce que c'est aussi plein de symboles, l'olympisme, mais à commencer par le drapeau olympique et les fameux anneaux olympiques. On avait tendance à dire que chaque couleur c'était un continent. En fait, on apprend que c'est pas vraiment ça. C'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Disons que la symbolique est tout de même là après, parce que les choses sont récupérées, mais l'idée c'était de se dire quelles sont les couleurs les plus représentatives sur les drapeaux nationaux. Et en fait, voilà, les couleurs ont été choisies par rapport à ça, en disant, on trouve du rouge, on trouve du jaune, on trouve du vert, on trouve du bleu, on trouve du noir. Et donc, c'est devenu un symbole de ramasser tous les drapeaux autour des anneaux. Il y a aussi l'histoire un peu plus sombre des Jeux Olympiques, mais qui suit aussi l'histoire qu'on a vécue, que le monde a connue, et notamment, c'est le cas aussi sur un symbole, c'est sur la flamme, le relais de la flamme entre Olympie et la ville qui a été désignée comme ville olympique. En fait, pour remonter à cette création de la flamme, en tout cas, c'est 1936 et c'est les Jeux de Berlin. Les Jeux de Berlin. Alors, ce qui était, bien sûr, à ce moment-là, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer par la suite, mais on sentait une montée nationaliste dans ce pays. Et dans un premier temps, le régime d'Hitler ne voulait pas organiser. Ils n'étaient pas forcément pour. Ils n'étaient pas pour. Et puis finalement, il y a eu quelques conseillers en communication, ça existait déjà, mais pour des choses assez maléfiques, ils se sont dit, mais attendez, c'est une vitrine formidable pour nous, et on va utiliser cette symbolique. Et d'ailleurs, ce qui était assez étonnant, c'est que le salut nazi n'est pas loin du salut olympique. Il y avait un salut olympique quand il y a eu les premières délégations qui manifestaient. On avait le bras tendu pour saluer les gens dans la tribune officielle. Et donc c'est resté. Et c'est pour ça que très souvent on se dit, tiens, c'est incroyable que les Français, par exemple, qui défilaient avec un béret sur la tête à Berlin, saluaient Hitler avec le salut nazi. C'était pas un salut nazi, en fait, c'était le salut olympique qui a été abandonné, bien sûr, par la suite. Et le symbole de ces Jeux, c'était Jesse Owens. Donc 4 médailles olympiques, athlète de couleur, et donc c'était un pied de nez à Hitler, et surtout au concours du saut en longueur, parce que c'est une belle histoire. Moi j'aime bien cette histoire parce que... je vous demandais juste, Lionel Chamoulot, de vous rapprocher un petit peu du micro, cette belle histoire de concurrence et d'amitié. C'est ça, avec Luz Long, c'est au concours du saut en longueur, avec cette connivence entre les deux, et où l'athlète allemand va aider, entre guillemets, Jesse Owens, qui était un petit peu en délicatesse avec ses repères. Vous savez, on prend des marques pour se lancer sur le saut en longueur, et il lui a donné un conseil. Il dit, écoute, je pense que tu t'es trompé sur tes marques. Et boum, il a gagné le concours, Jesse Owens. Et à la fin, l'athlète allemand, pour saluer donc la tribune officielle d'Hitler, c'est ostensiblement collé à lui pour dire, voilà, ce mec-là est formidable, ok, il est noir, ok, je sais pas quoi, mais voilà, moi je suis solidaire de ça. Et il a eu le courage de s'afficher avec lui. Et Jesse Owens, après, c'est terrible parce que c'est devenu quelqu'un qui a été complètement abandonné, même aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'était au Waldorf Astoria à New York, une réception avec Franklin Roosevelt pour recevoir l'athlète, et finalement il n'avait pas le droit de prendre l'ascenseur parce que c'était réservé aux blancs. Il est monté par l'escalier de service pour aller dans les salons où ça se passait. Et en fait, lui-même après a eu une vie finalement assez difficile, dans la mesure où il n'a pas été de nouveau remis en avant. Il a dû accepter des trucs de foire, des contrats publicitaires, contre un cheval, des choses comme ça. C'était assez pathétique comme situation, même si lui reste un symbole assez incroyable. J'aimerais qu'on parle aussi des femmes
dans ces Jeux Ah bah Olympiques. oui, quand même, les femmes, parlons-en, alors, elles sont où les parce qu'elles femmes? sont où, parce Page que- sont les femmes 152. Parce que c'est vrai que non mais c'est vrai que ça a mis du temps. Et puis alors il y a des histoires incroyables au début. Alors il n'y avait pas de médaille pour les femmes, c'était des diplômes qu'on leur mettait. Enfin, ça paraît aujourd'hui incroyable. Oui. Alors, il n'y avait que deux sports au début où les femmes étaient tolérées, on va dire. Ouais. C'était le tennis et le golf. Donc des sports, pourquoi? Parce que ces dames étaient habillées quand je dis habillées, en robe, en chapeau. D'accord, voilà, oui, bien d'un sûr, côté, ok. Ça restait élégant. aristocratique un Voilà. petit peu, quoi. Et il y a une Française, d'ailleurs, qui était une institutrice de Nantes, Alice Emilia, qui a provoqué, on va dire, l'arrivée des femmes, entre guillemets, notamment en athlétisme, parce que c'est ça qu'elle recherchait, c'était une reconnaissance dans tous les sports, et notamment l'athlétisme, qui est le sport numéro 1 aux Jeux Olympiques. Et elle a harcelé, d'une certaine façon, dans le bon sens du terme, Pierre de Coubertin, en lui disant, si tu veux pas, très bien, moi je vais organiser les Jeux Olympiques des femmes. Et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce qu'il y avait une adhésion, parce qu'il y avait des compétitrices, parce qu'il y avait un public qui commençait à se former. Et donc, elles ont été acceptées. Mais ça a été compliqué, parce que, par exemple, sur une épreuve de demi-fond ou de fond, il y avait des femmes qui terminaient épuisées, alors comme tout le monde, quand on va à fond et qu'on est fatigué et qu'on s'allonge par terre. Et la presse de l'époque Disait, ces faibles femmes, non? mais oui, c'est pas fait pour elles, elle ferait mieux de rester à la maison, s'occuper des enfants. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment ça qui ressortait. Oui, ça a été un combat. Et puis les journaux qui faisaient aussi alors les Miss olympiques. Il y avait, oui, c'est ça. Il y a des jeunes femmes qui sont rentrées au pays. Alors elles étaient accueillies, mais de façon hallucinante. Et ils se disaient, tiens, c'est formidable, j'ai gagné une médaille. Et puis en fait, elles se sont rendues compte qu'elles avaient fait, sans le savoir d'ailleurs, à leur insu, elles étaient devenues Miss Jeux Olympiques d'Australie, par exemple, ou Miss Jeux Olympiques de Suède, pour leur plastique plus que pour leurs compétences sportives. Mais il faut dire aussi, on oublie aussi quelque chose qui est maintenant ancré tellement dans notre fonctionnement. Il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas d'image. Donc il y avait une photo qui sortait avec une jolie femme ou je sais pas un athlète qui avait une aide. D'un seul coup, ça prenait des répercussions incroyables. Et souvent, on ne voyait même pas leur exploit parce que ça a été retransmis en mondialisation à partir des années 60 simplement. Un beau livre des fêtes. En tout cas, toutes ces anecdotes qui sont retrouvées dans Ils sont fous, ces champions Jeux Olympiques, 500 histoires incroyables. Donc avec vous, Lionel Chamoulot, et puis Pierre Lagrue. Le mot de la fin avec vous, Laurence. Je suis pas certaine qu'on ait vraiment le temps, mais juste un petit mot parce que là justement, nos auditeurs peuvent retrouver ce livre dans les librairies rares milieux des secteurs culturels ouverts, 20 €, voilà, alors que tout le reste, théâtre, cinéma, le Conseil d'État a validé hier la fermeture jusqu'au 7 janvier. J'imagine que vous comprenez la colère et la consternation aussi du monde de la culture. Disons qu'il y a quelque chose qui paraît complètement incompréhensible quand vous voyez que les transports ça fonctionne, quand vous voyez que les magasins sont pleins surtout en ce moment. C'est le délire. Et tu dis comment on peut ne pas être dans un cinéma avec son masque, à regarder un film tranquille, espacer et en prenant les précautions. Alors ce qu'il y a souvent, même c'était le cas pour le sport d'ailleurs, quand les gens disaient mais pourquoi il y avait 5000 personnes au Stade de France qui peut en accueillir 80 000, c'est pas tellement dans le stade, c'est le flot des gens. C'est comment ils y vont, comment ils attendent devant la porte pour rentrer, comment ils sont fouillés pour rentrer dans un stade, toutes ces procédures qui amènent en fait des contacts, qui amènent à être ensemble au même endroit au même moment. Et c'est plutôt ça que dans l'espace lui-même qui était, entre guillemets, banni pendant cette période-là. Donc peut-être qu'il y a des soucis liés aussi à ça. Plus vous créez d'événements où les gens se mobilisent, et plus il y a de foyers d'infection possibles. Donc voilà, il faudrait une extrême précaution. Et puis je pense aussi que d'une façon générale, il faut compter sur l'intelligence collective. Bien et sûr. on n'a pas toujours ce sentiment-là. On a l'impression qu'on doit nous dire tout exactement ce qu'on doit faire. Et si on est 7 à table, il y en a qui vont culpabiliser à mort. Mais oui, mais si on est 7, vous serez combien vous à table d'ailleurs? Alors ce soir nous serons 5, donc ça va. Mais demain nous serons 10, dont 2 enfants. Et avec ma maman qui a 80 ans, on s'est fait tous tester. Et puis on va faire en sorte qu'elle embrasse pas tout le monde sous le temps. Même si, mais je pense qu'arrive un moment où ce que je dis, c'est l'intelligence collective. Bien sûr. Là, on s'est salué de loin, on se parle sans être à bout portant, et donc on fait attention. Voilà. Bon réveillon à vous. Bon réveillon, merci. Chamoulot. Ils sont fous, ces champions. Il faudra attendre du coup l'été prochain, peut-être pour les prochains Jeux à Tokyo, reportés en tout cas. Faudra être vacciné peut-être d'ailleurs. Exactement.